Salut, c'est Yves. Alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé, mais aujourd'hui, si j'ai repris la caméra, c'est parce que je voudrais parler de HomeLab. On me pose assez régulièrement la question pendant mes lives, après mes lives ou sur le Discord, sur « ouais, mais je voudrais bien me monter un HomeLab, je ne sais pas comment m'y prendre, ou alors ça coûte trop cher, etc. » Donc on va faire un petit point là-dessus pour voir comment, pour pas grand-chose en termes d'argent, voire rien du tout suivant ce que vous avez autour de vous, on va pouvoir construire notre premier HomeLab. Mais évidemment, la première question qui va se poser quand je parle de HomeLab, c'est quoi un HomeLab? Le HomeLab, il y a deux mots dedans, hein. Il y a Home et il y a Lab. Home, c'est à la maison, et Lab, c'est souvent ce qui est utilisé quand on va faire des cours en anglais pour parler des TP. Donc c'est histoire d'avoir un bac à sable, d'avoir une infrastructure à la maison pour pouvoir faire des choses avec. Ça va être relativement générique. Alors moi je vois deux usages. On va s'intéresser à deux usages en tout cas aujourd'hui du HomeLab. Le premier usage, qui est le premier que je vais vous présenter, ça va être pour faire de l'auto-hébergement. C'est-à-dire qu'on va avoir sur nos machines à la maison pouvoir héberger des services du même genre que les services cloud qu'on peut rencontrer classiquement. Que ce soit pour accéder à un outil de bureautique pour écrire du texte, pensez à Google Docs, à Office 365, ce genre de choses-là, que ce soit pour héberger des fichiers ou les partager avec nos proches, que ce soit pour héberger des services qui vont nous servir pour nous personnellement à l'intérieur de notre réseau, comme un P-Hole par exemple qui va filtrer les publicités, ce genre de choses-là. Donc il y a plein de points, il y a plein de choses qu'on pourra faire avec ça, mettre en place un VPN, etc. Ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est les principes de ce qu'on peut faire avec un HomeLab. Premièrement, le HomeLab est capable d'héberger un certain nombre d'applications à la maison et on pourra alors jouer avec sans risquer de casser un ordinateur important sur lequel il y a nos données, avec lequel on se connecte sur le site des impôts, etc. Là, on va avoir du matériel qui est dédié pour ça. On pourra le réinstaller si nécessaire et c'est un bon point de départ pour apprendre des choses. Ce qui m'amène naturellement à venir parler du deuxième usage du HomeLab qu'on va rencontrer. Ce deuxième usage, il est plutôt orienté sur l'expérimentation. Ça peut être apprendre la ligne de commande, ça peut être apprendre à programmer, ça peut être apprendre à héberger manuellement un certain nombre d'outils, ça peut être évaluer différents outils qu'on va installer pour voir à quoi ils ressemblent, pour savoir si on va les garder ou pas, dans quel contexte on peut les utiliser. Ça va servir à faire des maquettes. Je veux par exemple apprendre à gérer pour des besoins d'administration système des machines pour faire de la virtualisation en ligne de commande. Ben, je peux avoir une machine sur laquelle je vais pouvoir faire ces commandes-là. Donc en fait, ça me permet d'avoir ma petite infrastructure sur laquelle je peux m'amuser, sur laquelle je peux découvrir. Donc là, le public, c'est pas tout à fait le même. Ça va être les gens qui sont intéressés pour apprendre, tout simplement, des curieux, des hobbyistes. Ça va être les étudiants, puisque ça permet de mettre en place une infrastructure pour pouvoir développer des applications, pour pouvoir tester les commandes qu'on nous a données, pour pouvoir tester les produits dont on nous a parlé. Donc ça permet de pouvoir faire ça. Et puis, troisièmement, à peu près n'importe quel administrateur système, quand il va vouloir expérimenter, tester de nouvelles choses. L'avantage du HomeLab, c'est que ça n'est pas de la production. L'idée du HomeLab, c'est de faire quelque chose qui est en dehors de la production et qui va être, je dirais, autonome et cassable. On va pouvoir le casser, le reconstruire, ça ne posera pas de gros soucis. Donc c'est ça l'idée de départ du HomeLab, en tout cas l'idée que je me fais du HomeLab. Pour faire ça, il faut des machines. Il va falloir un certain nombre de machines. Je vais commencer aujourd'hui en vous parlant d'auto-hébergement parce qu'il y a deux programmes que je voudrais vous montrer là-dessus. On parlera de la partie expérimentation un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Mais pour le moment, je vais avoir besoin de machines. Évidemment, on peut penser au Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, il est sympa, il n'est pas spécialement bon marché aujourd'hui, et surtout il a un gros défaut, selon moi, qui est que le système est par défaut installé sur une carte micro SD. Le fait qu'il soit installé sur une carte micro SD va amener mécaniquement et assez régulièrement des problèmes au niveau des cartes micro SD qu'on va mettre dedans. Il faut que ce soit des cartes de très bonne qualité, et même quand c'est des cartes de très bonne qualité, le principe de la carte micro SD n'est pas toujours fait pour être fiable sur le long terme. Voilà, donc ça c'est un premier point qui pour moi est un vrai souci. Deuxièmement, on peut trouver du matériel autour de nous. Dans notre entourage, on a peut-être un oncle, on a peut-être un petit frère, on a peut-être un parent qui a mis de côté un ordinateur parce qu'il n'est plus assez puissant, parce qu'il ne peut pas installer Windows 11 dessus, parce qu'il n'a pas de GPU dedans, peu importe. On peut assez facilement, si on regarde autour de nous, récupérer du matériel sur lequel on va pouvoir installer ce qu'on veut. Alors, quand je dis récupérer du matériel, ça peut être un ordinateur portable. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Un ordinateur portable est totalement valide pour monter son petit HomeLab. Ça peut être un petit poste de bureautique, ça peut être ce genre de choses-là. Donc, moi, la première étape que je dirais, c'est regarder autour de vous, demandez autour de vous s'il n'y a pas un ordinateur qui est en train de mourir dans un coin, dans un tiroir, qui ne sert plus à personne et qui pourrait être largement mis à profit pour pouvoir monter son petit HomeLab et pour pouvoir expérimenter ou faire de l'auto-hébergement. Donc ça, c'est la première source qu'on va avoir pour trouver du matériel qui ne nous coûte quasiment rien. On va avoir quand même à réfléchir
aux prérequis matériels, c'est-à-dire que si c'est un ordinateur qui date des années 90, ça sert à rien. Vous pouvez le mettre de côté, le laisser, le passer à des collectionneurs. D'un point de vue usage, ça ne sera pas possible. Ce que je dirais, c'est qu'à minima aujourd'hui, si on veut monter son Home Lab, il faut un processeur 64 bits. Ça fait 20 ans que sous Intel, on a des processeurs 64 bits. Les Raspberry Pi 3, 4 et 5 sont 64 bits. Donc on a du matériel 64 bits qui est accessible. Deuxièmement, prévoir un petit peu de mémoire. Plus il y en a, mieux c'est. J'ai envie de dire, si ce n'est pas un Raspberry Pi, si c'est un PC que vous récupérez, 4 Go de mémoire, ça serait quand même le minimum à avoir. Et puis un petit peu de disque dur. Si jamais vous ne trouvez pas ça dans votre entourage, il y a d'autres manières d'accéder à ce matériel et c'est l'occasion. Sur l'occasion, sur des sites de vente de seconde main comme eBay, comme Le Bon Coin, comme Facebook Marketplace, peu importe, vous pouvez trouver du matériel qui est vraiment intéressant pour pas trop cher. Alors, pour cette vidéo, je me suis fixé un budget maximal de 100 €. Je me suis dit, pour 100 €, je veux de quoi construire mon système. Pour ça, alors je ne les ai pas achetés cette fois-là, mais je les ai depuis quelques années. Mais j'ai ici à côté de moi des petits Dell Wyse. Ces petits Dell Wyse, ici c'est un 5060. Ce modèle 5060 de Dell, c'est pas un Optiplex 5060, c'est un Wyse 5060. C'est pas le même appareil, il y en a deux qui ont la même référence. C'est un appareil qui servait pour accéder à des bureaux à distance. C'est ce qu'on appelle un client léger, c'est-à-dire qu'on branche un écran, un clavier là-dessus, et puis il va se connecter sur une machine qui, elle, possède le bureau et va nous envoyer en flux vidéo le bureau sur lequel on va travailler. On accède à distance sur une machine. C'est très utilisé dans plein d'entreprises. C'est pas très puissant, il n'y a pas beaucoup de mémoire, il n'y a pas beaucoup de disques, mais on peut les trouver à pas trop cher. Alors, précisément celui-là, à l'époque, quand je l'ai acheté, il y a quelques années, j'ai dû payer ça dans les 50 €. J'ai regardé, on tape plutôt dans les 70 aujourd'hui, ça me paraît un peu cher. Mais il y a des modèles équivalents, très proches, chez Fujitsu. Je mettrai des liens, par exemple, dans la description, des modèles dans la description, où vous pouvez trouver des ordinateurs de type Optiplex, des vieux desktops de chez Dell qui vont fonctionner, ou de chez HP, ou autres. Je vous laisserai faire vos recherches. Tout ce qu'il y a, c'est que si jamais il y a 4 cœurs, c'est pas mal, 64 bits, important, qu'il y a 4 Go de mémoire et que ce soit extensible, qu'on puisse mettre 8 Go si jamais on le souhaite, et avec un minimum de disque dur. Si jamais on a tout ça qui est réuni, ça peut être un bon candidat. Ce matériel, de base, il fait 4 Go de mémoire vive, donc ça c'est super. Il y a 4 cœurs et le processeur possède les extensions de virtualisation. Parce que ça c'est aussi un point à avoir. Il faut qu'il y ait les extensions de virtualisation si on veut pouvoir créer des machines virtuelles. Pour faire sans, c'est moins fun quand même. Et celui-là de modèle, vous ne faites pas avoir, si jamais vous prenez un modèle équivalent, regardez bien les sorties vidéo qui sont présentes parce qu'ici c'est du DisplayPort. Le problème de ces machines-là, ici j'en ai un ouvert, c'est que le SSD est effectivement tout petit. Le SSD, il est là. Le SSD, il est là, donc c'est pratique parce que c'est du SATA, on peut l'enlever. Vous voyez, il est tout petit en taille. Il est tout petit en capacité aussi, puisque celui-là, il fait 8 gigaoctets. Et en quoi c'est un problème? C'est un problème sur le fait qu'ici, il n'y a pas la place de mettre un SSD complet. Il va falloir bricoler un petit peu, il va falloir être créatif. C'est pas un gros souci, on y arrive, il y a des adaptateurs comme ça qui me permettent de m'en sortir, mais nativement, je vais être quand même un petit peu limité sur ce que je peux faire avec. J'en ai un que je n'ai pas ouvert, qui est fonctionnel, donc qui a ses 4 Go de mémoire, qui a son disque dur de 8 Go, qui a tout ce qui va pour bien fonctionner. En plus, il n'y a pas de ventilateur, c'est à la fois un avantage parce que ça ne fait pas de bruit, mais un inconvénient, parce que si on le sollicite beaucoup, il risque de chauffer et de freeze, tout simplement. Et le fait qu'il n'y ait que 8 Go de disque dur, ça m'a posé un souci, qui est que je voulais vous montrer en premier un programme qui s'appelle UmbrelOS, qui nécessite un tout petit peu plus que ça pour pouvoir s'installer, et j'ai pas pu l'installer dessus. Donc je vais commencer avec autre chose qu'Umbrel, je vous le présenterai à la fin. Le gros avantage d'Umbrel, c'est que pour les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on puisse modifier le contenu, pour les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, donc il faudra qu'il y ait au moins 9 Go de disque dur, ça permet de pouvoir se lancer dans l'auto-hébergement, je dirais, sans avoir à taper la moindre commande en ligne de commande. Le premier programme que je vais vous proposer, c'est d'installer sur cette machine, avec les 8 Go de disque dur, un système qui s'appelle CasaOS. J'ai une image de la Debian ici, je vais la mettre dans la machine est là, j'ai rajouté un clavier. On va démarrer l'installation de la Debian, je vais vous passer l'installation de la Debian, mais je vais faire une installation, tout ce qu'il y a de plus classique sur la Debian. Voilà, l'installation est terminée, installation standard. Je vous recommande quand même de ne pas installer d'interface graphique, comme il n'y a pas beaucoup de mémoire, pas beaucoup d'espace disque, c'est ça de gagner. Si vous avez une grosse machine, c'est pas gênant. De toute façon, vu qu'on ne branchera pas d'écran dessus, on se connectera à distance, principalement avec soit SSH, soit un navigateur. Ça ne devrait pas poser de gros soucis de ne pas mettre l'interface graphique.
Donc on va redémarrer. Et voilà, c'est installé, hein. On va pouvoir se connecter dessus. Je vais juste faire 2 petites manipulations qui vont me simplifier la vie pour la suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un autre nom, parce qu'en fait j'ai une autre machine qui s'appelle CasaOS sur mon réseau. On va éviter de les confondre. Donc pour changer le nom, hostname ctl 7 hostname, et je vais l'appeler Casa Vidéo. Voilà. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais désactiver le fait que j'ai des données sur le CD. Je vais aller éditer le fichier /etc apt sources list. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais cette première ligne, elle m'embête. Je la dégage. Voilà. Je mets à jour les miroirs, apt espace update, et je vais installer Avaidemon. Voilà, on l'installe. Et je vous rassure, quand on va regarder UmbrelOS un petit peu plus tard, UmbrelOS, il n'y a pas besoin de faire tout ça, hein. L'installation est beaucoup plus simple. Alors si on va sur le site de CasaOS, on va voir qu'on a toute une description de notre cloud personnel. Voilà, un autre nom pour dire que c'est plus ou moins un home lab d'auto-hébergement, donc il y a plein d'informations dessus. Pour faire l'installation, il nous propose de faire un curl avec une opération pipe sudo bash. Alors je suis jamais très fan de récupérer des données directement comme ça depuis un site et de les piper dans bash. C'est toujours dangereux. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt récupérer le fichier et ensuite je vais lancer bash dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, si on regarde le contenu de l'URL avec un navigateur, on a le bon contenu. Et si jamais on utilise curl, il récupère un contenu qui peut être malveillant. Donc je suis jamais vraiment fan de directement balancer ce qu'on récupère d'internet avec curl ou wget dans un bash. Je vais faire un wget https get.casaos.io. Voilà, on l'a récupéré. Bon, je vais faire un bash de mon index.html. Je vais l'exécuter. Donc là, il me dit, OK, vous n'avez que 3 Go d'espace disque, est-ce qu'on continue? Oui, on va continuer, hein. On va voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, on a fini tout ce qu'on a à faire ici sur la ligne de commande. Je vais aller sur casavideo.local. Si je peux faire ça, c'est parce que j'ai justement installé Avaidemon et il propage le nom avec le point local, avec le domaine du point local. Je n'ai pas besoin de lui associer un nom. Donc là, je suis sur CasaOS, on va créer un compte et maintenant tout est prêt. Et si je regarde, j'ai un App Store. Et si je clique sur l'App Store, j'ai la possibilité d'installer plein d'applicatifs. Il s'agit de conteneurs. Lui va utiliser Docker derrière pour utiliser ça. Et quelquefois, on aura à modifier des éléments dans le conteneur pour le faire marcher correctement. Par exemple, je vais choisir d'installer un outil qui s'appelle Ghost. Ghost, c'est un CMS, hein, un petit peu comme WordPress, mais construit de façon différente. Et je clique sur Installer. Il me dit Update the URL environment to reflect your CasaOS address. Donc, on le laisse s'installer. Voilà, l'installation est complète. On le voit, hein, nos 8 Go, ça fait pas épais quand même. Hein. C'est pour ça que ça sera bien de mettre un autre disque dessus. Mais on a Ghost qui est configuré. Alors là, pour que ça fonctionne, on a quelques réglages à faire. On a les 3 petits points qui sont en haut. On va dans Paramètres. Si je descends doucement, c'est ici, URL localhost 2368. À la place, je vais mettre casavideo.local. Je fais enregistrer et il va reconstruire son conteneur tout simplement. Bon, quelquefois, il faut attendre un petit peu avant que ça fonctionne parce qu'il est courant qu'il finisse de construire ce qui permet à notre programme de fonctionner à l'intérieur du conteneur. Donc quelquefois, là, il faut créer la base de données, il faut faire ces choses-là. On va voir si ça fonctionne. Pas encore. Et voilà, en fait, ça fonctionne presque. On voit, on a une interface qui est là. Cette interface, elle est temporaire parce qu'il est en train justement de faire ce que je disais, de préparer sa base de données et compagnie. Je recharge la page. Qu'est-ce qu'il va me dire? Et voilà. Après, c'est lié à Ghost, hein, c'est pas lié à autre chose. Il arrive que les autres applications utilisent le même numéro de port. Dans ce cas-là, dans le conteneur d'une autre application, on va modifier le numéro qui est là et le numéro qui est là qui correspondent au numéro de port par lequel notre application sera joignable et ici le numéro de port que l'interface graphique va aller chercher. Donc maintenant qu'on a vu CasaOS, vous avez vu, il faut quand même rentrer quelques commandes, il faut quand même aller modifier des choses à la main, il faut installer une Debian. Si vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout à l'aise avec la ligne de commande, on peut installer tout simplement un autre outil qui lui va s'appeler UmbrelOS. UmbrelOS, lui, vient d'un autre projet. L'idée d'UmbrelOS, à la base, c'est de faire du matériel. Donc, il y a un petit PC, une petite machine qui coûte dans les 350-400 euros, qu'on va pouvoir prendre et qui a déjà UmbrelOS installé, qui permet de faire de l'auto-hébergement. À la base,
L'outil, il était pour faire de l'auto-hébergement de nœuds Bitcoin, de blockchain, sans avoir à mettre les mains dans le cambouis. Et puis le projet, il s'est élargi et aujourd'hui, on a beaucoup plus d'applications que simplement du Bitcoin dessus. C'est plutôt intéressant à mettre en place. Le problème, et d'une part, c'est en bêta pour le moment, et deuxièmement, le problème est que ça ne marche pas sur ma machine parce qu'il faut plus que 8 Go d'espace. Il faut au moins 9 Go. J'ai pas de chance. Donc j'enlève le disque dur. Je vais mettre un adaptateur. Un disque dur, j'en ai un là. J'ai pris un disque dur SSD très bon marché. Je le branche là. Lui, je le branche là. Il est dedans. Je ne vais pas le fermer, je vais le laisser comme ça, mais ça peut tenir sans problème dedans. Il suffit juste de le fixer comme ça. Je vais aller sur Umbrel OS. Mais si je vais tout en bas, tout en bas, j'ai une petite icône pour aller sur GitHub. Et si je viens sur GitHub, je vais arriver sur le dépôt du projet. En descendant un petit peu, j'ai le lien qui me dit Install Umbrel OS on any x86 system. Il nous donne les caractéristiques, hein, au moins dual core, au moins 4 Go de mémoire et 32 Go de stockage. On a tout d'abord à télécharger le premier lien qui est ici, qui est l'image ISO dont je vais avoir besoin. Et une fois qu'on l'a téléchargé, on va prendre notre clé USB. Donc je branche ma clé USB. Eux, ils conseillent d'utiliser Balai Nature. On peut utiliser d'autres outils. J'ai Balai Nature. Je vais donc flasher l'image ISO qu'on a récupérée. Je vais choisir ma cible. Alors moi, je vais choisir donc ma clé USB. Hein. Typiquement, c'est celle-là. Voilà. Et puis, je vais flasher l'élément. J'ai maintenant ma clé USB. Je mets la clé dans la machine. Je la démarre. Comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. J'ai un menu dans lequel j'ai... Est-ce que vous voulez l'installer sur le disque SATA qui est à l'intérieur, qui fait 128 Go? Ouais, c'est ce que je veux faire. Ou est-ce que vous voulez l'installer sur la clé USB? Ben non, parce que la clé USB, je viens de démarrer dessus. Là, je vais choisir le 1 et ensuite, il va falloir être très patient parce qu'il va copier les données. Mais ma clé USB est très lente. Donc, je vais faire 1. Et puis, je vais le laisser tourner. Bon, ben, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Hein. 315 secondes. Ça va encore. Il nous propose d'appuyer sur une touche pour arrêter, d'enlever la clé USB et de rallumer la machine. Pour le moment, hein, comme vous avez vu, hein, on n'a pas touché la ligne de commande. Hein. Il y a juste eu à faire 1 pour dire sur quel périphérique on installait et c'est tout. J'ai un truc qui démarre. J'ai une invite de commande qui va apparaître à l'écran. Je n'ai plus rien à faire sur cette machine-là. Je vais retourner sur mon poste de bureautique et je vais faire umbrel.local, comme d'habitude. Et j'arrive sur cette interface. Vous le voyez, l'interface est en français. Il a détecté que mon navigateur était en français. Je vais faire commencer. Je vais faire un compte. Voilà. Créer. Suivant. Et ici, j'ai une jolie interface qui me permet, soit d'ailleurs de faire une mise à jour ici, soit d'installer différents outils. Alors, il nous propose des outils génériques ici qui sont souvent installés. Mais si je clique sur l'App Store, dans l'App Store, dans toutes les applications, j'ai beaucoup plus de choses. Alors par exemple, je vais installer un Pi-hole. Je clique sur Pi-hole. Voilà, on va faire installer. Il me dit qu'il y a une mise à jour. Je ne vais pas la faire pour le moment, mais il faudrait faire la mise à jour. Mon mot de passe par défaut, je peux le copier. Et maintenant que c'est installé, je clique sur ouvrir. Je tape le mot de passe que j'ai copié précédemment. Login. Voilà, donc là, c'est le fonctionnement classique de Umbrel. Je vous ai présenté un petit HomeLab, des machines qui vont servir pour le HomeLab. Celle-là, on l'a un peu upgradé en mettant un plus gros disque dur. Hein. La première qui est ici, elle a toujours ses 4 Go de RAM et ses 8 Go d'espace disque. 8 Go, c'est quand même très étroit. Hein. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec. Mais on peut quand même faire des opérations dessus. Ça fonctionne. CasaOS là-dessus, Umbrel OS là-dessus. Pour faire de l'auto-hébergement, je pense que c'est le premier point de départ. Il va falloir ensuite qu'on regarde ce qu'on va pouvoir utiliser quand on va vouloir faire un HomeLab qui est plutôt destiné aux expérimentations plutôt qu'à l'auto-hébergement. On verra ça dans une prochaine vidéo. Il y a des trucs rigolos à faire dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti lorsque la vidéo va sortir. Pour ça, il faut bien mettre la cloche. Et puis, n'hésitez pas à partager. Ça, c'est super important. Partagez cette vidéo avec toutes les personnes qui pourraient être intéressées à faire de l'auto-hébergement, que ce soit en commençant avec le matériel ou que ce soit simplement pour la partie logicielle ici.